Ben, bonjour tout le monde. Mon Pouliot Tisdale, effectivement, c'est ça. J'ai conclu mon bac l'an dernier à l'UQAM. Je travaille un contrat de 4 ans à l'UDM en démographie. On fait une analyse présentement des recensements de 1891 à 1921 pour avoir un portrait global de la population autochtone du Canada pendant cette période-là. Puis je mets mon focus particulièrement sur les écoles résidentielles et dites industrielles qui étaient comme avant le projet expérimental de l'école résidentielle au départ. Alors donc, on fait une analyse pour observer tous les gens qui ont été dans l'école, qui étaient clarifiés de pupilles alors, les étudiants, et les administrateurs pour savoir comment le tout a été géré, tout ça. Donc, oui, j'ai travaillé pour divers conseils de banque, des trucs, des litiges politiques, territoriaux. Euh, Par exemple, il y a eu un certain litige à un moment donné entre Kanawake et Kanesatake sur un terrain de chasse, étant donné que c'est des missions. Il n'y avait pas de terrain de chasse dans les missions qui étaient extrêmement limitées en matière de territoire. Donc, lorsque les réserves ont été créées en 1856, il y a eu 16 000 acres qui ont été périmétrés à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Donc, il y a 16 000 acres qui ont été donnés aux Iroquois et de Kanawake et de Kanesatake à Sainte-Lucie-des-Laurentides, mais un espace qui était tellement loin que personne n'y sont allés finalement avant 1921. Donc, de 1851 à 1921, il y a eu comme un abysse. Et puis ensuite, c'était le litige un peu sur l'administration de tout ça. Donc, j'ai participé à monter l'historique du périmétrage de cette réserve-là et du litige qu'il y a eu avec les groupuscules de villageois des communautés environnantes qui ont squatté les lieux, étant donné que les Mohawks ne venaient pas de 1851 à 1921. Pardon. Et voilà. Donc, ça, c'était un des litiges en cours. Il y en a un autre qu'on va voir aujourd'hui. C'est le cas de Jerry Paul de Mastoyache, qui est d'un père Abénaki et d'une mère Innu montagnaise de Mastoyache au lac Saint-Jean. Et puis, qu'est-ce qui s'est produit? On va le voir tout au long de la présentation, mais en gros, lorsqu'ils ont créé les réserves à Mastoyache, étant donné que tout le monde était au Caribou, les montagnais, les Inuits, étaient au Caribou et étaient un peu reluctant, on dit, réticent à venir s'établir à la réserve. Ils voulaient continuer, poursuivre leur rythme saisonnier de chasse et tout ça. Donc, c'était prévu par l'État un peu avant 1851, quand les réserves ont été périmétrées. Ils ont engagé un groupuscule d'Abénaki qui connaissait l'agriculture pour développer des fermes et tout ça, pour que quand les Inuits reviennent à la mission, qu'ils s'habituent à se sédentariser puis à se standardiser vers un mode de vie sédentaro-fermier, disons, agriculteur. Donc, ça a créé un certain litige. Éventuellement, les Abénaquins ont fait la requête d'être inscrits à la bande, étant donné que ça faisait un certain temps qu'ils habitaient là, qu'ils avaient développé tout ça, puis ça a créé un petit peu des petits conflits qu'on va observer durant la présentation. Donc, voilà. Fait que là, le contrat que je fais à l'Université de Montréal, c'est 4 ans. Vous allez vous habituer, si vous travaillez dans des universités, les contrats sont souvent euh, à coût de 4 ans. Donc là, c'est un contrat. J'en ai fait quelques-uns en andragogie, euh, pour la pédagogie. Et puis voilà, là, je fais ce contrat-là. Donc, je vais ouvrir le PowerPoint, vraiment. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? C'est d'ailleurs dans les premières réserves qui ont été créées au Québec. C'est le lac Saint-Jean. La carte qu'on voit là, c'est lorsque la réserve de Mastoyache au lac Saint-Jean, autrefois dite la Pointe Bleue, a été créée. Et puis, on voit à gauche, il est écrit Basile, chef des montagnais Indians. Et puis après, on voit les Ambroise Gill, les Indiens de Bécancour, qui sont les Abénakis qui ont été en partie engagés pour faire le défrichage. C'était des contrats de 10 ans organisés avec le ministère des Affaires autochtones.
pour le défrichage des terres, pour sédentariser les Inuits. Alors, donc, en gros, ce qu'on va voir, on va toucher le traité de Murray, les points primaires de la création des réserves, les lois entourant tout ça. Une étude de juriste qui est quand même intéressante parce que ça donne une idée des limitations et des développements qui peuvent être faits au niveau légal et au niveau sociologique, parce que qui dit légal dit sociologique, parce que c'est l'effet des mœurs et coutumes qui a un grand impact sur les modalités des juridictions qui touchent les coutumes autochtones. Certaines impasses administratives liées à ça, dont un peu ce que je vous ai donné l'avant-goût des Abénaquis qui ont souhaité s'inscrire en tant que montagnais, mais les montagnais, on va voir plus tard que les montagnais ont refusé parce qu'ils les connaissaient pas. Et on va voir le cas de Jerry Paul, qui est un homme d'un père Abénaki et d'une mère Innu, qui a décidé d'aller chasser sur le territoire ancestral des Abénakis, ou sur le territoire légué par le gouvernement aux Abénakis lors de la création des réserves. Et puis, on va voir son historique, c'est très intéressant. Donc, le droit coutumier et foncier, dans sa définition, c'est vraiment les règles juridiques par rapport au secteur, à la terre, au lieu. Dans la terminologie juridique, c'est vraiment la propriété immobilière. Mais évidemment, dans le cas des Autochtones, on sait que c'est toujours l'État qui est propriétaire des lieux, fait qu'il y a toujours cet aspect un peu chaotique-là lorsqu'on parle de propriété immobilière autochtone. C'est toujours partiel, parce qu'on est sous la tutelle de l'État, disons. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis dans le cas de Jerry Paul, alors voilà, les pratiques de chasse que lui a apprises, évidemment, c'est un garçon. Donc, c'est les garçons qui allaient chasser avec leur père. Donc, qu'est-ce qu'il a appris de son père et de son grand-père en allant chasser, mais étant enregistré comme Innu montagnais, malgré que son père est Abénaki. Or, dans sa culture de chasse, dans les promenades de chasse et son apprentissage avec son père et grand-père, c'est évidemment des mœurs et coutumes de chasse Abénaki qu'il a apprises. On va aussi voir un autre aspect. En 1984 approximativement, les Hurons ont obtenu ont gagné une cause en cause supérieure. Les droits de chasse dans le secteur du parc provincial des Laurentides, au nord du parc de la Vérandrie, pas loin un peu au sud, disons, de Roberval, au sud du lac Saint-Jean. Et puis, ils ont obtenu finalement le droit de chasse et tout ça, étant donné que en 1760, quand les Anglais ont pris le Canada et tout ça, cette fameuse période là, de 1759 à 1760, de la victoire à l'instauration des normes anglaises, il y a George Sioui, qui était enseignant à l'Université d'Ottawa, qui a fait invoquer le traité du colonel de Murray pour obtenir le droit de chasse, parce que il y a un aspect un peu chaotique, c'est que la plupart des gens dans l'histoire contemporaine, et en gros, stipulent que les Hurons ne sont jamais venus au Québec, sauf depuis l'organisation de la mission dans les début 1650 approximativement. Mais en réalité, dans les histoires de bouche-oreille, les Hurons, comme les Iroquois en général, il y avait des guerres intertribales, des échanges d'enfants, évidemment pour éviter la congénitalité, des échanges diplomatiques. Donc toute l'Iroquoisie, la Huronie, il y a eu des espèces de symbiose continuelle, des échanges d'enfants, des échanges diplomatiques, des mariages diplomatiques mixtes et tout ça. Or donc, oui, effectivement, sur la vallée du Saint-Laurent, si on reconnaît qu'il y a eu les Iroquoiens dits du Saint-Laurent qui seraient complètement disparus, oui, il y a des historiens qui disent qu'ils sont complètement détachés de la confédération iroquoise connue là, du lac Ontario à New York jusqu'à près de Cornwall. Mais en réalité,
évidemment que tout le monde se connaissait malgré tout. Il n'y avait pas de limitation. Donc, c'est certain que qu'est-ce qui était en lien avec les Iroquois du Saint-Laurent, il y avait une connaissance de cause avec les Hurons et les Mohawks Iroquois des Cinq Nations. Donc, c'est pour ça que de dire que les Hurons viennent d'apparaître au Québec avec la mission, non, pas vraiment. Ils étaient déjà en connaissance de tout ça, puis des voyages diplomatiques, ou peut-être même plus des instaurations permanentes à semi-permanentes occasionnelles. Donc, voilà. Fait que le fait qui est un peu, disons, litigieux dans tout ça, c'est que c'est un secteur de chasse qui était attribué aux Inuits de Mastoyache. C'est au sud du lac Saint-Jean, donc les Inuits de Mastoyache chassaient là, avaient obtenu le droit de la couronne de chasser là. Et puis là, ça vient faire une espèce de compétition parce que la nation Wendat a invoqué un traité fait avec, c'était en réalité le représentant là, de la couronne alors, de la milice, le général Murray, qui était venu expliquer aux Hurons qu'ils auraient le droit finalement de chasser et tout ça. Ça a été considéré comme un traité, on peut le voir un petit peu plus tard, en 1760, je vais juste... correspondait, oui, le général Murray, voilà. Donc, ils étaient inquiets, étant donné que toute l'alliance des Autochtones, les missions de la vallée du Saint-Laurent étaient en alliance avec le roi de France. Maintenant, c'est l'Angleterre qui prend le dessus avec la guerre de 1760. Or donc, les Hurons ont demandé clémence, en quelque sorte, au roi d'Angleterre de pouvoir continuer de vivre en liberté et avec leurs droits et tout ça, de pouvoir continuer de chasser et tout ça. Or donc, ce qu'on a appelé un traité, c'est en réalité un sauf-conduit, une communication du général James Murray, qui en cours finalement a été reconnu comme un traité. Ça, c'est l'original en anglais, mais en français, ça va donc ainsi. En 1760, le 5 septembre, par la présence certifiée que le chef de la tribu des Indiens Hurons s'étant présenté à moi au nom de sa nation pour se soumettre à sa majesté britannique et pour faire la paix, a été pris sous ma protection ainsi que sa tribu entière, et dorénavant, aucun officier ou soldat anglais ne devra les molester ou interrompre le retour à leur campement de Lorette, donc la mission de Lorette. Et ils sont reçus eux-mêmes aux conditions que les Canadiens, aux mêmes conditions que les Canadiens, et jouiront du titre du libre exercice de leur religion et leurs coutumes. Donc, qui dit coutume dit chasse. Et de leur liberté de commercer avec les Anglais. Il est recommandé aux officiers commandant les postes de les traiter gentiment. Donc, évidemment, qu'est-ce qui peut sembler litigieux dans ça? C'est que d'avoir invoqué une entente faite avec les Blancs pour pouvoir aller chasser sur un territoire qui était déjà donné aux Inuits montagnais de Mastoyache, c'est là que ça a créé une forme de litige, en quelque sorte. Ça a créé, évidemment, tout un stress, puis toute une froideur qui est toujours présente entre les Inuits et puis une partie des Hurons là, qui vont chasser au parc de Laurentides. Fait que oui, c'est une victoire pour les Hurons, puis en même temps, ça a créé une situation extrêmement litigieuse qui perdure jusqu'à nos jours. Fait que c'est un peu chaotique présentement. On voit ici l'arrêt de la Cour suprême qui expose brièvement l'historique de la nation huronne établie à Lorette par les Jésuites et tout ça. Et puis, c'est simplement pour certifier le tout en bon ordre et tout ça. Donc, le certificat dit traité ou de sauve-conduit de Murray est interprété comme un traité, finalement, car l'entente conclue supposait des obligations mutuellement exécutoires qui devaient être solennellement respectées. Mais évidemment, on en est toujours à une espèce de petit litige un peu perpétuel. Là. Et à tous les ans, il y a une petite mise à jour là-dessus. Puis c'est pas toujours rose. Des fois, il y a des
des gens qui brûlent les cabanes de chasse d'une autre famille, puis tout ça. Fait que c'est un petit peu rock'n'roll occasionnellement. Ça, c'est un must absolu à lire si vous allez un livre de Jean-François Laudière de l'Université d'Ottawa. C'est magnifique, c'est magique. C'est Flesh Reborn, the St. Lawrence Valley Mission Settlement through the 17th Century, qui expose de A à Z toute l'introduction des Hurons-Wendat à la mission de Wendake. C'est un amalgame vraiment de toutes les sources primaires, les lettres, les relations des jésuites, d'une foule de miliciens anglais et français et tout ça, et tous les religieux. C'est très très bien expliqué, puis ils expliquent très très bien les relations de toutes les nations iroquoises aussi, de la Fédération iroquoise avec les relations avec les Hurons. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à leur développement dans la vallée du Saint-Laurent, dans l'émission évidemment. Fait que c'est un must que je suggère vraiment à tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis la photo. Ici, on va voir d'autres points importants par rapport à la création et des relations avec les premières forces coloniales, la création des réserves liées avec ce qui va mener avec les droits de chasse éventuellement. Donc, oui, les ententes avec la couronne britannique, au départ, c'était évidemment très, très, très chaotique. On peut même le constater dans les registres paroissiaux. Souvent, les gens sont baptisés algonquiens, ils sont mariés abénakis, puis ils sont décédés d'une autre nation parce que les jésuites ou les missionnaires, parfois, ne savaient pas trop à qui ils avaient affaire. Donc, c'était un peu chaotique. Jusqu'à peu près à ces années-là, les registres commençaient à être pas mal clairs. Parce que dans les registres de Montréal, souvent, on voit des Hurons qui sont qualifiés d'Iroquois et tout ça. C'est un peu chaotique. Donc, les négociations, les chaînes d'alliances diplomatiques avec les Anglais, après 1776 particulièrement, mais il y a eu aussi des ententes avec les Hollandais dès les alentours de Bronx dans New York, dans l'île de New York. Donc, des traités des Wampum, des ententes au départ territoriales, de relations de nation à nation. Donc, ça, c'est vraiment le côté sud, disons. Puis du côté de la couronne, les négociations avec la proclamation royale, puis tout ça, avec le roi George III d'Angleterre, les fondements de la Constitution canadienne, évidemment, incluaient évidemment des droits aux Autochtones qui ont été bafoués graduellement. Donc, c'est vraiment après la victoire des plaines d'Abraham. William Johnson, 1759 évidemment, William Johnson a conclu des accords avec les 7 nations, les missions catholiques. Donc, les 7 nations, c'est littéralement, on a, disons, je l'ai sur une carte, sur la prochaine carte, on va la regarder. C'est toutes les premières missions qui ont été fondées, mais évidemment, qui dit mission, dit fondée par les chrétiens. Donc, c'était des gens un peu assujettis aux mœurs et coutumes françaises dorénavant, religieuses et tout ça. Comme on le voit, les 7 nations, en réalité, c'est eux qui ont vraiment participé à différentes alliances militaires. Ils travaillaient avec les Français beaucoup pendant la traite des fourrures et tout ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé lors de 1760, 59-60? L'allégeance a été rendue, l'allégeance des 7 nations a été donnée au roi d'Angleterre parce qu'il voulait persister, il voulait toujours continuer d'être une entité existante, les 7 nations, parce qu'il y avait des réunions annuelles, des échanges de wampum et tout ça. C'était une grande diplomatie qui s'était développée vraiment. Donc, ça a été accepté. L'intendant William Johnson, lui d'ailleurs, a marié une femme Mohawk. Et puis, c'était disons, le premier délégué aux affaires autochtones de l'Amérique du Nord. C'était William Johnson. Son frère, lui, était délégué plus à partir du secteur de l'Ohio vers l'ouest.
C'était deux frères, deux hommes qui ont marié des femmes autochtones pour développer des relations diplomatiques. Donc voilà les 7 nations. Il y a Oswegatchie, qui est le petit tipi complètement à gauche. C'était la mission de la présentation aussi qui avait été fondée par le père Piquet, un père sulpicien. Puis c'était quand il commençait, ben, c'était à l'époque un peu à la fin au début de la guerre des 7 ans, là, tout ça. Les tensions qui commençaient à se faire pour le développement territorial vers l'Ontario, puis New York et Ontario. Il y a Akwesasne, la réserve dite de la mission de Saint-Régis alors, Kanawake, Kanesatake, Odanak, Bécancour, et puis la jeune Lorette, qui est celle qui est à droite, qui était évidemment Québec, la mission des Hurons. Fait que, évidemment, dès la christianisation, c'était un peu diabolisé de participer à certains rituels, à certaines traditions. Fait qu'il y a eu comme une espèce de ségrégation. Il y avait une parcelle qui demeurait traditionnaliste, une parcelle qui devenait très chrétien, une parcelle qui était un peu comme une espèce entre les deux, là. Il y a un nom pour ça, ça m'échappe. Mais ils jonglaient entre les traditions spirituelles autochtones et la chrétienté. Un syncrétisme qu'on appelle, tu sais. C'est vraiment une mixture des deux coutumes. Fait que ça l'a un peu fait perdre une parcelle des mœurs et coutumes traditionnelles de beaucoup d'Autochtones de s'en aller dans la chrétienté puis dans la sédentarité. Parce qu'évidemment, pour se joindre, pour devenir un sujet de la couronne, c'était comme plaider une allégeance au roi de France, qu'on suivait maintenant les missionnaires, qu'on acceptait Jésus-Christ dans notre cœur, puis qu'on travaillait dans les missions pour être en fraternité avec les colonies françaises. Et puis donc, ceux qui ne s'assujettissaient pas à cette alliance avec le roi de France étaient en quelque sorte des ennemis. Donc c'était un peu chaotique pour des gens qui avaient des... Comme on peut voir que dans les 7 nations, les Inuits n'étaient pas là, les Algonquiens n'étaient pas là. C'était pratiquement tous des gens qui avaient été récupérés des guerres intertribales, les Abénakis qui sont remontés de la Nouvelle-Angleterre après s'être fait dire par le président des États-Unis, si vous vous joignez à notre milice, on va vous donner des terres. Promesse qui n'a jamais été rendue. Les missionnaires leur ont offert des terres ici. Les Hurons qui sont en grande partie du lac Ontario, mais évidemment, il y avait des parcelles en constante relation, puis des camps un peu désorganisés entre l'Iroquoisie puis la Huronie, qui ne voulaient pas trop, pendant l'espèce de guerre qu'il y a eu, puis le développement vers la mission, ils ne faisaient pas trop confiance aux missionnaires, ni aux Iroquois, puis ils ne comprenaient plus trop la confédération huronne qui est en train de se christianiser puis de tout s'en aller à Québec. Fait qu'il y en a des parcelles qui restaient campées un peu partout, près de Trois-Rivières, aux alentours de Québec et tout ça, mais qui restaient un peu sur le appétit, là. Ils attendaient de voir jusqu'à où ça mènerait tout ça. Mais il y a eu beaucoup de guerres iroquoises. Parce qu'en réalité, les gens voulaient reprendre les captifs. Ils prenaient les hommes pour faire des bons guerriers. Puis si quelqu'un d'une autre tribu avait volé ma femme et ma fille, ben l'idée c'était vraiment œil pour œil, dent pour dent. On a perdu 2 hommes, on reprend 2 hommes. Ça peut avoir semblé très très froid, ça peut sembler très froid, mais annuellement, souvent saisonnièrement, il y avait des réunions diplomatiques entre guerres qui avaient fait la guerre entre eux, entre les nations qui avaient fait la guerre entre eux. Et puis là, des échanges pacifiques s'organisaient malgré tout. Donc souvent, il y avait des promesses de dire qu'on va vous rendre vos enfants bientôt. On va attendre de voir là, que la paix retombe là, sur nos conflits précédents. Tout ça. Donc, il y avait toujours un pourparler constant dans les confédérations en Huronie et en Iroquoisie. C'est vraiment très intéressant. Puis le livre de Lausière expose ça à merveille. Je vous le souhaite, je vous le suggère fortement.
Tout est clair. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont finalement. Jean Talon, en 1666, Jean Talon, c'était le gouverneur, le surintendant d'époque. Il a déclaré que finalement, ça marche pas. On a tenté de faire la paix avec les Iroquois autrefois dans les archives. Ils les appellent les Agnés. A-G-N-I-E-Z. Fait que Talon invoque au roi de France que on peut rien faire avec les Iroquois. Ils disent qu'ils font la paix puis ils reviennent toujours nous attaquer après. Fait qu'on invite la milice Carignan-Salière puis on est obligé de se débarrasser de cette nation-là. Littéralement, tous les archives sont claires. Il faut se débarrasser des Iroquois parce que ça devient un gros problème pour l'établissement jusqu'à Montréal. Ah donc, après toutes sortes d'attaques se sont passées de 66 à 67. Les survivants de ça en 67, ils étaient vraiment... Il n'y avait plus rien. Ils avaient tout perdu. Des gens malades, des gens blessés, ainsi de suite. Donc, ils se sont assujettis finalement aux missions. C'est comme un peu, tu sais, il y avait comme plus d'autres recours. Donc, pour survivre, ils ont plaidé leur support au roi de France puis à la colonie française et tout ça. Fait qu'il y a une parcelle qui se sont, surtout les Onondaga au départ, dans les 5 nations principales, parce que c'est devenu 6 nations en 1722. Mais les Onondaga, c'était une, la plus grosse parcelle qui a commencé à fonder Caughnawaga à l'époque, la Sault-Saint-Louis. Mais c'était d'abord Kentucky. Ça s'appelait Kentucky, sur le bord de la prairie. La mission a bougé à quelques reprises avant de devenir officiellement Kanawake. Potentiellement que c'était des terres probablement sur pas mal des swamps, des marécages. Fait que avec les terres humides, c'était complexe de développer quelque chose de stable. Jusqu'à temps qu'ils développent finalement Kanawake, Caughnawaga. Donc, c'est ça. C'est toute une parcelle de l'histoire, vraiment. Et puis, il y avait plusieurs Iroquois. On sait que, par exemple, une partie des Sénéca des 5 nations, vers 1766, était composée à 70% de captifs Hurons qui étaient incorporés à la nation Sénéca en 1666 à peu près. Là. Fait qu'il y avait plus de Hurons adoptés par les Sénéca, par les captures intertribales, intégrés, qui fondaient la nation Sénéca. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours eu quand même dans ces deux confédérations-là des relations perpétuelles qui se continuaient. Et puis, avec les 7 nations, justement, ça a continué de perpétuer ces relations-là à travers les confédérations. C'est quand même très intéressant. Donc, William Johnson, pour en revenir à lui, il a finalement, le monde a tout demandé, ben finalement, vu que c'est les Anglais à cette heure qui ont pris le dessus, on peut demeurer les 7 nations sous le joug du roi d'Angleterre. Tout le monde était d'accord, William Johnson, pour que tout le monde conserve la paix. C'était vraiment plus un idéal de conserver la paix, évidemment. Après ça, vraiment, la grande participation des Autochtones pour la couronne britannique, c'était la guerre de 1812, quand les Américains voulaient envahir le Canada. Évidemment, ça a déchiré une parcelle des nations iroquoises parce qu'il y avait une partie des familles qui sont du côté des États-Unis, du côté de New York et tout ça. Donc, il fallait aller attaquer sa propre nation et tout ça. Il y avait des milices Mohawks avec l'armée américaine, puis des milices Mohawks avec l'armée canadienne. Donc, ça a amené aussi beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Mais, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'à partir de 1812-1815, après la guerre, annuellement, le roi de France donnait des cadeaux aux familles des guerriers et aux guerriers pour leur participation à la guerre, pour conserver des bonnes relations de nation en nation. Mais ça commençait à coûter cher à l'État, de faire tout ça, puis de garder les nations autochtones sous la tutelle, un peu, jusqu'à un certain point, parce qu'il n'y avait plus de gibier comme il y en avait aussi.
Donc là, c'était le développement de l'agriculture. C'était misé vraiment par l'État de rentabiliser les missions autochtones par l'agriculture, là, plus focusée là-dessus. Donc, la commission Bagot, ensuite, a été organisée parce que là, c'était vraiment savoir, on fait le point avec les Autochtones, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça devient un fardeau pour l'État. Ça, c'était vraiment la vision de l'élite d'État d'autrefois, c'est que c'est un fardeau. Voilà. Fait que la commission Bagot, c'est intéressant. Vous pourrez googler puis aller voir des choses là-dessus. C'est pas mal intéressant. On voit vraiment que c'était assez archaïque comme mode de pensée. C'était quoi faire avec eux maintenant. Là, ça devient un fardeau. Donc, dès lors, l'organisation de la création des réserves. Ça débute vers 1850. L'acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-Canada. 230 000 acres ont été alloués pour faire les réserves. Là, c'était toute une organisation. Fait comme on l'a dit tout à l'heure, après l'Alliance et tout ça, les cérémonies annuelles, les cadeaux pour l'État, là, ça commençait à être cher pas mal. J'ai comme doublé un peu cette slide-là. Et puis voilà. Fait que cet acte-là pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages, adopté en 1957, mais la création des réserves était déjà développée à partir de 1851, le périmétrage de 230 000 acres. Curieusement, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Donc oui, en 1857, 11 années après avoir rendu les médailles aux participants de la guerre de 1812, en 1946, c'est là qu'ils ont eu les médailles. Quelques années plus tard, en 1957, là, on crée les réserves. Puis, n'oubliez pas que ça prenait un permis pour quitter les réserves. Tu ne peux pas dire, là, je m'en vais, là. Ça prenait un permis pour quitter la réserve. Fait que là, tu devenais littéralement captif, en quelque sorte, ou assujetti à demeurer dans les réserves. Donc, cette loi pour encourager la civilisation graduelle, c'est vraiment dans le but d'assimiler puis tout ça. Parce qu'on peut voir que, évidemment, il suggérait aux gens, éventuellement, il y avait des lois qui permettaient aux gens de perdre leur statut pour aller étudier à l'université et tout ça. Et puis, on peut voir que la renonciation du statut ou l'émancipation, mise en vigueur en 1880, au début, c'était dans l'Alberta puis dans l'Ouest et tout ça, puis ils sont venus avec ça graduellement. Puis pendant que tous les guerriers volontaires, parce que ceux qui sont allés aux guerres mondiales, c'était des guerriers volontaires. Tout comme ceux qui étaient à la guerre de 1812, c'était volontaire. Il n'y avait aucune obligation, là. Mais, quelques semaines avant que les vétérans arrivent, j'avais fait une petite émission de radio là-dessus, je vous l'enverrai, avec toutes les dates des articles de journaux. À la Chambre des communes à Ottawa, c'est voté. Les Indiens, quand ils reviennent, le monde de Caughnawaga, d'Akwesasne, parce que c'est surtout du monde des Grands Lacs, des Six Nations de Brampton, puis tout ça de Brantford, qui est allé à la Première Guerre mondiale, mais aussi du monde dans l'Ouest canadien aussi. Alors, quand ils revenaient au Canada, il n'y avait plus de statut autochtone, ni leurs femmes. Fait que là, ils étaient émancipés. Ils devenaient de vrais citoyens canadiens, plus assujettis à l'État. Mais évidemment, ça a été opposé. Là, les gens se sont opposés en communauté et tout ça. Il y en a quelques-uns qui en ont profité parce que, évidemment, on n'avait pas le droit d'aller à l'université ou d'aller dans des institutions académiques avec le statut autochtone. Il fallait renoncer son statut pour aller étudier. Donc, il y en a quelques-uns qui sont devenus des docteurs. C'est une période intéressante à observer quand même. Après ça, 1850, lorsqu'on arrive vraiment à la création des réserves, les choses qui sont intéressantes avec ça, c'est que le ministère, le commissaire des terres de la couronne d'époque, il s'appelait John Rolfe. C'était vraiment une équipe de ultra-conservateurs, tendance parfois libérale, mais c'était vraiment des aristocrates, poètes, fantasmagoriques un peu, à l'époque de la Chambre des communes, des Écossais et des Anglais hyper intellectuels,
qui riaient littéralement de tous les citoyens. C'était comme eux les maîtres de l'État. Et puis il y a même une période où dans des livres, il y a des livres vraiment super intéressants qui parlent de cette période-là. C'était Image of Confederation, c'est des livres super ancestrales, mais qui exposent vraiment tous ces personnages-là de ces années-là. Et puis John Galt, ça c'était quand ils ont fait les premières esquisses de développement territoriaux pour faire le Haut-Canada. John Galt, c'était un poète d'Écosse qui a été convoqué au Canada pour venir faire le Canadian Company pour développer les colons vers les Grands Lacs, dans le bout de le lac Treaty, Huron Treaty, un petit peu en haut du lac Ontario. Et puis, finalement, lui, c'était un poète et un naturaliste qui aimait parler des plantes et tout ça. Fait qu'il a fait venir beaucoup d'immigrants des États-Unis qui voulaient quitter les États-Unis pour venir habiter au Canada. Après la guerre de 1812, il y en a beaucoup qui sont montés au Canada et tout ça, sont devenus les colons. Fait que c'était vraiment une période supra-archaïque où c'était vraiment une élite écosso-anglaise là, qui gérait le tout, puis qui avait vraiment aucun intérêt particulier personnellement pour les Autochtones. Fait que c'était similaire vraiment à l'apartheid de l'Afrique du Sud, là, disons. Tout est périmétré en 1851. Graduellement en 53, là, ça se concrétise. Fait que je vous suggère d'essayer ça. 1851, 1415 Victoria Cap, 106, 107. Googlez ça, parce que c'est long à lire et tout ça. Mais ça expose vraiment le développement de la création des réserves dans le Bas-Canada. C'est très, très, très intéressant. Et puis, on voit la cédule. Alors donc, la cédule, on voit les Outaouais avaient le township, localité, lac Témiscamingue, le nombre d'acres, délimitation des limites, désignation des limites, nom des tribus attestés à chacun des territoires et tout ça. Puis certaines remarques, là, bon, Cocknowaga, résident sur les rives de Saint-Maurice et de ses tributaires, les environs de Trois-Rivières, Saint-François. Fait que vraiment, tout ça de détails. On voit que c'est très, très, très expérimental toutefois, parce qu'il y a eu beaucoup de petites modifications par-ci par-là qui se sont passées. Donc ici, le nombre d'acres et tout ça. Fait que Métabetchouan, l'ancien nom donné pour Mastoyache, c'était Péribonka, Métabetchouan, Manicouagan, tout ça. Fait que c'était un peu chaotique. Après ça, ben, évidemment, la loi sur les Indiens a été créée en 1876. En 1880, comme on a parlé précédemment, l'émancipation essayée, là, habiter hors réserve puis devenir un citoyen blanc pour aller étudier ou juste pour quitter la réserve. Renonciation au statut d'Indien. En 1889, le gouvernement peut passer, outre à l'opposition des bandes indiennes, à la location de leur terre. Fait que c'était une interdiction, finalement, d'avoir il n'y a aucune forme de droit immobilier possible sur la réserve pour les Autochtones. Fait que le conseil de bande, évidemment, au départ, c'était un peu chaotique parce que c'était les chefs traditionnels qui étaient consultés. C'était l'agent des Indiens qui les représentait. Jusqu'à quel point la bonne foi était là vraiment. C'est vraiment dur à évaluer. Est-ce qu'il y avait vraiment des choses qui étaient vraiment faites de bonne foi tout au long? C'est vraiment compliqué à évaluer. T'sais. Parce que c'est toujours l'agent des Indiens attesté à la réserve qui signe pour le chef, qui dit qu'est-ce que le chef a dit. Fait que c'est jamais le chef qui l'écrit. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en 1929, il y a un acte à la loi sur les Indiens qui retire les chefs traditionnels de l'administration de la bande. À cette heure, il faut que ce soit des gens formés, un peu comme des fonctionnaires, qui reçoivent une formation de l'État des affaires indiennes pour devenir les chefs. Fait qu'ils ont retiré toutes les traditions primaires des nations autochtones en 1929, parce qu'ils commençaient à avoir des petites révoltes, là. À un moment donné, les chefs de clan d'Akwesasne voulaient tous représenter leur clan, chaque clan familial.
Alors, Ottawa a dit non, on ne fait pas ça. Ça a été comme un peu une première crise de barricades et tout ça à l'époque avec des armes à feu et tout ça, la police. Puis finalement, ils ont expulsé les chefs traditionnels, puis c'est devenu un sous-alinéa de l'article 71 de la loi sur les Indiens en 1929. Dès lors, tous les chefs doivent recevoir une formation administrative. C'est une obligation. Fait que vraiment, c'est là qu'il y a eu vraiment une ségrégation complète dans la communauté. Puis on sait que les écoles résidentielles dans les communautés anglophones avaient débuté vers 1891, et tandis qu'au Québec, ça a débuté fin des années 30. T'sais. Fait que les Mohawks, les Abénaquis venaient de la Nouvelle-Angleterre, les Mohawks, une grande partie qui vivaient en Ontario puis à New York, donc beaucoup étaient anglophones aussi. Fait que les enfants étaient tout le temps envoyés dans le bout du Sault-Saint... le lac Sault-Sainte-Marie, en Ontario, les écoles résidentielles, Shingwack et tout ça, à partir de 1901 à peu près, 1891-1901. Ils revenaient 6 ans, 7 ans, 8 ans plus tard. Des fois, ils se faisaient adopter par du monde en Ontario. Ils disaient vos parents sont morts, puis ils disaient aux parents vos enfants sont morts. Poux. Fait que c'était une tentative, une autre tentative comme ça. Mais voilà. Fait que j'ai sauté du coq à l'âne, pardon. Mais c'est ça, souvent ça fait ça dans ce domaine-là. C'était littéralement une formation. Puis ça avait débuté en 1889. Il avait commencé à faire émanciper des chefs dans le bout de Shingwack en Ontario. Les premières expérimentations des Ojibwés et des Algonquins. Il les avait émancipés. Il avait maintenant la citoyenneté canadienne. Il les avait invités vers les universités et c'était devenu des premiers chefs. Puis dans les archives, on voit beaucoup de choses sur cette historique-là. Puis on va le voir aussi tout à l'heure avec le litige avec les Abénaquis de Mastoyache et tout ça. Donc les chefs Inuits les refusaient tout le temps parce qu'ils disaient vous n'êtes pas des Inuits, vous êtes des Abénaquis qui ont été engagés pour nous sédentariser. fait que en 1922, on rajoute des arcs à la création des réserves parce qu'évidemment, les Cris, le monde de la baie James, puis une partie des Algonquins aussi qui étaient en territoire dit désorganisé entre l'Ontario et le Québec, le Témiscamingue, ils ont eu leur réserve aussi bien périmétrée là. Les Cris n'étaient pas considérés comme des Indiens quand ils ont fait toutes les réserves du Bas-Canada parce que c'était considéré comme un territoire désorganisé, le Nord. Donc, ils ne voulaient pas trop qualifier ça de Bas-Canada, Québec. Là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé en 1929 pour le clarifier? Quand Ottawa a décidé que les Autochtones feraient des élections de type euro-occidental, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les gens d'Akwesasne, les chefs traditionnels qui se sont insurgés. Puis c'était exactement à la même époque que les chefs Inuits qui refusaient que les Abénaquis soient inclus à la bande, que Ottawa les a inclus à la bande. Puis Ottawa, sur le recensement de 1881, les Abénaquis qui étaient venus défricher, de 1851 à 1891, sont qualifiés d'Abénaquis dans la colonne race dans le recensement. Soudainement, en 1901, deux familles d'Abénaquis qui sont devenus montagnais. 1911, toute la gang est montagnais. Il y avait aussi des Malécites et des Cris qui sont aussi devenus tous des montagnais. Et puis, il continuait d'avoir malgré tout une forme de, pas une ségrégation violente, mais il y avait une ségrégation sociétaire quand même entre les deux nations. T'sais. Ni l'un ni l'autre avait incorporé le mode de vie de l'autre. Donc, voilà.